Bonjour ou bonsoir selon la partie de la planète où vous nous suivez, la télévision nationale congolaise, dans son émission Média Campus Eco.com. Le magazine 100% économie décortique pour vous tous les secteurs clés de l'économie congolaise. Un rendez-vous de plus à mentionner dans votre agenda hebdomadaire. Et pour ce premier numéro, nous avons l'insigne honneur de recevoir un acteur clé aux commandes d'une administration stratégique de notre pays. Avec lui, nous égrenerons la transformation digitale, un phénomène planétaire incontournable. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Benopéa. Présentement, à travers le monde, quelques milliers de téléspectatrices et téléspectateurs qui suivent la télévision nationale vous suivent. Alors, est-ce que vous pouvez décliner votre identité? Je suis monsieur Bouya, Eugène Arefin, directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières. Merci, cher invité. Merci à vous donc qui nous suivez. Le thème qui fait l'objet de ce numéro de Média Campus Eco.com porte sur les transformations digitales, opportunités et menaces. Alors, qui est notre invité de ce premier numéro de Média Campus Eco.com? Est-il un arriviste? Possède-t-il des atouts réels dans ce domaine? C'est ce que nous allons découvrir à travers ce portrait que je vous invite de suivre. Voici Eugène Rufin-Bouya. Loin d'être un novice du numérique, il en a la bosse. Diplômé de l'école pour l'informatique et les techniques avancées, EPITA en abrégé, et du laboratoire d'économie des transports LET en sigle, Université Lyon 2 en France, il y sort ingénieur informaticien, juriste numérique et économiste des transports. Cet expert en numérique et en facilitation du commerce au Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et des transactions électroniques est depuis 2013 directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières, GIOT, basé à Pointe-Noire, la capitale économique de la République du Congo. Pionnier de la dématérialisation au Congo, Eugène Rufin-Bouya, dont les performances à la tête du GIOT défend tous les clichés, est par ailleurs vice-président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique et président du Forum numérique au Congo. Ce rendez-vous des champions du numérique qui draine quelques sachants de la planète presque chaque 2 ans. Détenteur de plusieurs prix dans son pays et sous d'autres cieux, dont le prix d'excellence de Dakar, pour avoir réussi une transition directe au guichet électronique sans passer par le guichet physique, à l'instar d'autres pays, prix de l'Union africaine. Le challenge du manager du GIOT est de faire de sa structure l'une des plus performantes de la région Afrique et bien au-delà en matière du commerce électronique pour le rayonnement de son pays. Il ressort de votre portrait, M. Eugène Rufin-Bouya, que vous êtes un féru des nouvelles technologies de l'information. D'ailleurs, votre nomination à la tête du guichet unique des opérations transfrontalières en est une parfaite illustration. Alors, comment peut-on définir la transformation digitale? Merci, monsieur Benopéa. Je vais solliciter votre indulgence
par rapport à certains concepts que nous allons utiliser au courant de notre entretien. Ceci dit, quant à votre question sur la définition, sinon la compréhension du concept de transformation digitale, n'est rien d'autre que le processus qui consiste pour une organisation à intégrer le numérique des transformations dans ses activités. Les transformations qui s'opèrent avec ou sans nous, autour de nous ou contre nous, naturellement font que cette transformation intègre plusieurs bouleversements. En guise de conclusion par rapport à cette première question, ce qu'il faut retenir, c'est que les transformations digitales ou numériques imposent des changements fondamentaux en matière de technologie, de culture et de création de valeur. Alors, on comprend aisément le champ qui est très vaste en ce qui concerne la transformation digitale, mais pour le commun de mortels, il peut se poser la question de savoir pourquoi faire une transformation digitale. Vous savez, nous vivons dans un monde où tout bouge. Évidemment, avec le développement du numérique, avec les échanges économiques, le monde est devenu mondialisé. Une structure ou une organisation, pour se développer, ne peut pas rester en autarcie. Il doit s'intégrer dans cette dynamique ou intégrer le numérique pour faire avancer les choses, créer de la richesse, créer de la valeur. C'est ça le but. Le numérique apporte une valeur ajoutée dans tout ce que nous faisons. Il est finalement dit qu'après la révolution industrielle qui a profondément modifié la société pendant le 19e siècle, et on nous dit aujourd'hui que la transformation digitale aussi bouleverse notre société actuelle. Alors, quelles sont les opportunités qu'offrent les transformations digitales? Vous êtes sans ignorer que les technologies sont au service de l'homme, qui est capable du meilleur et du pire. Bien sûr. Il est évident que le numérique est porteur à la fois du vecteur du développement. Ça veut dire qu'il est également synonyme de paradoxe dans ce développement. Le numérique, en termes d'opportunités, ça a toute une panoplie en termes de services apportés, en termes de création, de valeur, de richesse, les emplois, en termes de facilité. Le numérique aujourd'hui est tellement polyvalent et transversal. Donc, rien ne peut se faire aujourd'hui finalement sans le numérique. Absolument, c'est pas possible. Dans la dynamique du développement, on va dire que le numérique aujourd'hui a l'hégémonie polymorphe sur tous les autres secteurs d'activité. Donc, les opportunités avec les technologies novatrices aujourd'hui, comme nous voyons l'intelligence artificielle, avec les algorithmes prédictifs, avec l'Internet des objets, avec les objets connectés, avec la blockchain, le chaîne de blocs. Et vous trouverez les clouds, l'informatique des nuages. Donc, il y a toute une panoplie de technologies qui apportent de la valeur ajoutée, qui apportent de la facilité en termes de services. On va vous parler évidemment de la big data, de la massification des données, de l'open data, l'ouverture des données publiques. On parlera des agents électroniques en termes de commerce en ligne. Aujourd'hui, tous les Congolais utilisent la monnaie électronique avec tout ce que vous avez, avec les mobile money et autres, tout ce qui est Airtel Money. Ça, aujourd'hui, c'est sans, on peut dire que les bénéfices du numérique. Pour terminer sur les opportunités, je vous invite quand même à terroriser la pensée de Peter Drucker qui disait le moyen le plus précieux de prédire l'avenir est de le susciter. Avec le numérique, on peut susciter l'avenir. Bien sûr. On peut susciter l'avenir. Aujourd'hui, nous constatons cela avec la télémédecine. On constate cela avec le télétravail, avec la domotique. Donc, toutes les technologies aujourd'hui qui montrent que même si ça reste encore pour certains
euh, quelque chose que l'on ne peut pas saisir la portée parce qu'il s'agit du virtuel. Mais le numérique est porteur vraiment de progrès. Mais vous avez parlé également des menaces. Des menaces. Non, on va arriver aux menaces, mais j'aimerais quand même dire un mot en ce qui concerne les opportunités. Vous évoquez toutes ces opportunités, alors que si je me réfère au rapport du Forum économique qui s'est tenu à Brazzaville en 2015, vous avez certainement souvenance, Force Afrique. Et là-dedans, il est ressorti un faible niveau d'accès à l'Internet. On parle de 10% d'Internet au niveau de l'Afrique. Est-ce que à ce moment-là, l'Afrique ne va pas être en retard ou va rater le train justement de ces transformations digitales? Oui, vous avez raison de vous interroger sur la place de l'Afrique dans cette révolution numérique. Oui. Mais je pense que oui, la place de l'Afrique en termes de pénétration d'Internet, pour l'instant, n'est pas encore au niveau des autres continents. Mais le travail est en train de se faire. Je parle par exemple de notre pays, le Congo. Je pense que là-dessus, en termes de pénétration d'Internet, des choses se font parce que le gouvernement de la République a eu une politique efficiente en la matière dans le cadre de la réduction de la fracture numérique. En ce qui concerne les installations électriques et le boulevard énergétique, on va dire que c'est un préalable en termes de prérequis. La fibre optique aussi qui devient une réalité dans notre pays. Évidemment, puisque aujourd'hui la fibre optique est à terre USO et ils sont en train de réaliser le dernier kilomètre. Mais on veut dire que sur cette question de la couverture nationale, elle est effective. On peut dire que tous les territoires est couvert en termes d'installation, en termes d'infrastructure. Nous disposons, on va dire que la base pour participer à la réalisation de cette révolution numérique. Nous participons à notre vitesse, certes, mais nous allons nous accommoder et en faire en sorte que nous allons rattraper le retard à l'instar des autres pays africains. Okay. Mais aujourd'hui, le problème n'est peut-être pas pour le Congo en termes d'infrastructure. En termes d'extra, le Congo est parmi les pays qui ont mis en place plusieurs infrastructures. Le problème du Congo, pour l'instant, il n'est pas vu à ce niveau. Et il faut peut-être le réorienter dans les termes de développement du contenu. Ça veut dire que la partie ressources humaines et que nous devons regarder comment former les gens, les informaticiens. Aujourd'hui, on parle de la mise en place des centres de formation d'intelligence artificielle, qu'on mette en place des centres, mais l'intelligence artificielle, ce ne serait pas la mise en place des infrastructures, et là, ce serait les ressources humaines. Là, c'est interpeller les ressources humaines et qu'on appelle les gens à la réflexion et emmener les Congolais à prendre conscience que la formation, elle est capitale et développer et former les ingénieurs. Parce qu'un pays se développe avec des ingénieurs. Donc, c'est former beaucoup d'ingénieurs. En dépit donc de ces multiples opportunités que nous avons évoquées ici, qu'offre la transformation digitale, mais les menaces ne manquent pas. Aujourd'hui, on parle de la cybercriminalité, on parle de la cybersécurité. Est-ce qu'on peut comprendre qu'en est-il exactement? Comme Rabelais disait, que son conscience n'est qu'une des lames. Bien sûr. Pour chuter à ta question. Aujourd'hui, le numérique, comme je le disais tout à l'heure, était porteur du progrès. Il est vrai qu'il est porteur du progrès, mais il est à la fois le paradoxe même de ce même progrès. Mais les menaces, oui, le numérique, c'est aussi le siège des menaces. Oui. C'est aussi le siège des menaces. Le numérique, c'est les cybermenaces. C'est les cybermenaces. On parle de la cybercriminalité, le cyberterrorisme, la cyberguerre. Oui. Tous ces dangers qui planent. Aujourd'hui, c'est le numérique. C'est le numérique. Donc, ça veut dire que ces questions qui se posent aujourd'hui, que le monde
surtout les internautes ou bien les États et les entreprises qui sont confrontées aujourd'hui à ce genre de phénomènes, posent le problème de la cybersécurité et la protection des données. Voilà, c'est ça. C'est ça l'enjeu majeur. La cybercriminalité, pour la plupart des experts, est considérée comme étant le risque sécuritaire majeur. Donc, ça veut dire qu'il est pris à un niveau que les responsabilités pour ceux qui ont en charge les problèmes de sécurité, de défense, de protection, de faire attention. De faire attention. Parce que aujourd'hui, la guerre comme telle, la guerre conventionnelle, elle n'existe plus. Même si elle existe, c'est dans des îlots, on peut en trouver certaines guerres. Mais la guerre du cyberespace, elle est permanente. Elle est permanente. Aujourd'hui, les représentants des grandes nations, ils parlent des problèmes de cybersécurité parce que c'est un enjeu mondial, tout à fait. On ne peut pas parler de cybersécurité sans faire allusion à ces genres de menaces. Ça veut dire que la cybersécurité aujourd'hui existe parce qu'il y a plusieurs problèmes en termes de danger. Ah oui, parce que ça, c'est une autre forme de terrorisme aujourd'hui. Bien sûr. Nous avons vu comment les États-Unis ont été paralysés parce qu'il y a eu un virus qui a été introduit dans le système d'information. C'est ça le côté pernicieux, effectivement, de la transformation digitale. Mais vous, en tant que spécialiste, les grands États ont peut-être les moyens de pouvoir contrecarrer ces attaques. Mais au niveau de l'Afrique, nous qui sommes un peu au début de ces transformations digitales, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de contenir ces menaces-là? Est-ce qu'il y a une solution que vous pouvez proposer? Oui, bien sûr, les solutions aujourd'hui. Nous avons parlé Parce que ça n'arrive pas seulement aux autres, il faut déjà qu'on prenne les dispositions. Et vous qui êtes à la manœuvre, vous commencez déjà à réfléchir pour que ne soit pas surpris un jour où le système bancaire ou le système informatique de façon générale est paralysé parce qu'il y a eu des criminels. Vous avez raison. Aujourd'hui, le cyberespace est gangréné par les cybercriminels. Ouais. Donc, tout le monde est conscient de ce qui se passe. Je pense le gouvernement de la République sur la question. C'est quoi d'abord la cybercriminalité? La cybercriminalité renvoie à tout crime commis dans les cyberespaces à travers l'Internet et les outils de technologie de l'information qui sont les ordinateurs, les tablettes et les téléphones intelligents. Les téléphones. Et vous voyez, la cybercriminalité, sous ce vocable, peut être divisée en deux catégories. Vous avez les infractions, où les crimes, où la technologie est la cible. Vous avez également les infractions où la technologie est l'instrument. Je vais prendre par exemple les infractions où la technologie est la cible. Là, nous faisons allusion par exemple au piratage d'un système informatique dans le cas de vol des données. Voilà, c'est ça. Mais également, on peut citer les logiciels malveillants qui arrivent à s'introduire dans un écosystème. Mais quand nous parlons évidemment le deuxième volet des cybercriminalités, c'est-à-dire des infractions qui peuvent être liées où la technologie est l'instrument. C'est le phénomène que nous constatons tous les jours. Aujourd'hui, atteinte à la vie privée. Les gens utilisent la technologie comme instrument. Vous avez le blanchiment d'argent. Vous avez également le vol d'identité. Vous avez l'extorsion, la fraude. Tous ces cas sont des problèmes de cybercriminalité sur le cyberespace. Mais les solutions, c'est que les États doivent disposer d'une législation forte. Une législation forte en termes de prévention. En ce qui concerne par exemple le Congo, oui, je pense que nous disposons d'une législation aujourd'hui sur la protection des données mais personnelles. qui est encore incomplète parce que nous disposons d'une loi sur la cybersécurité, sur la protection des données, sur les transactions électroniques contre la cybercriminalité, ainsi de suite. Et le gouvernement de la République
a créé une agence de sécurité des systèmes d'information et c'est voilà même le lieu par excellence qui est censé définir la vraie politique de cybersécurité pour l'État, pour les entreprises, pour les particuliers. Mais il reste des textes d'application et sinon un complément des législations. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous voyez les droits procédural congolais est substantiel, vous pensez qu'à l'heure actuelle de l'usage de nouvelles technologies, il est adapté? Non, il pose problème. Il pose problème. Donc, la première des choses que nous devons faire, c'est la mise en place des cadres normatifs qui permettent aujourd'hui d'aménager la procédure pénale. Puisque dans les lois qui ont été prises, aujourd'hui, des nouvelles infractions ont été identifiées et c'est l'aménagement de la procédure pénale qu'il faut revoir et l'adapter aux nouvelles technologies. Mais, qu'à cela ne tienne, en dehors du cadre normatif, il faut aussi un cadre institutionnel qu'il faut compléter. C'est bien, dans le cadre de la cybersécurité, la mise en place de l'agence de sécurité des systèmes d'information est déjà un élément de réponse. Mais ça ne suffit pas. Évidemment, il faut la création d'un organe de répression. Un organe de répression au niveau de la police qui va travailler de connivence avec la justice, qu'on pourra mettre en place une commission de protection des données. Et ces organes pourront travailler conjointement dans les cas d'investigation et pour faire en sorte qu'on arrive à apprécier un délinquant numérique. Aujourd'hui, si il est avéré que vous avez eu à commettre telle infraction, ce n'est pas évident qu'on puisse donner la sanction qui va par rapport à l'infraction. La sanction est prévue, mais l'infraction qui va avec, parce que je dis qu'il faut d'abord aménager la procédure pénale, elle n'est pas aménagée. Elle n'est pas aménagée, le cadre normatif, et puis il n'y a pas des organes. Et pour celui, comme je le disais tantôt, l'organe, c'est ça. Une fois l'organe est mis en place, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former. Il faut former. Trouver des acteurs qui vont animer ces structures. Il faut former les juristes. Il faut former les policiers. Ils doivent travailler avec les informaticiens pour qu'on arrive à animer ces structures et qu'on arrive à pouvoir apprécier l'infraction et donner les réponses idoines. Vous avez également écrit un ouvrage qu'on a intitulé « Dématérialisation et gouvernance électronique ». Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire sur cet ouvrage? L'ouvrage, je l'ai écrit tout simplement pour appeler les communs des menteurs à la réflexion sur les intangibles du numérique et à comprendre ces problématiques liées à la dématérialisation et à la gouvernance électronique. On s'est dit, notre pays a l'obligation de se développer comme les autres. Bien sûr. Mais voilà, pour se développer, il faut avoir les outils, les instruments pour s'appuyer. Le président de la République, aujourd'hui, dans son projet de société, sur les antivaleurs et autres, prenez l'exemple sur ces questions-là. Comment on peut éradiquer dans notre... Aujourd'hui, le numérique se présente comme alternative. L'intégration du numérique dans les administrations, dans les entreprises, va faciliter certaines choses en termes d'accélérité dans le traitement des dossiers, en termes de traçabilité d'informations, en termes de transparence. Toutes ces problématiques sont très importantes et le numérique est un outil qu'il faut intégrer dans notre gouvernance actuelle. Voilà, on comprend que la transformation digitale aujourd'hui est au cœur même du développement des États. Mais vous avez évoqué dans votre ouvrage, j'ai eu le bonheur de le parcourir un peu, sinon
en intégralité. Et mais vous avez posé une problématique, à mon sens, qui est tout à fait normale. Est-ce qu'on peut parler de la transformation digitale au Congo quand nous avons encore des localités enclavées, quand nous avons la fourniture encore douteuse de l'électricité à ce moment-là? Oui, c'est vrai. J'ai parlé un peu de la fracture numérique. Pour asseoir l'usage du numérique dans les administrations ou dans les entreprises, nous avons encore des prérequis à faire observer. C'est-à-dire qu'on a besoin d'abord d'avoir une couverture énergétique comme préalable et une connexion Internet également comme préalable. Le haut débit. On y arrive. Également, le haut débit. Le haut débit, naturellement, on en a besoin pour réaliser un certain nombre de transactions. Donc, oui, la facture numérique, nous devons travailler pour la réduire. Et je pense que le travail est en train de se faire. D'accord. Le président de la République a le cœur dans l'ouvrage et parmi ses priorités pour ce nouveau gouvernement, je pense que le numérique occupe une place de choix. Alors avant de terminer cette émission, puisque nous sommes arrivés quasiment au terme de ce numéro, le premier numéro. Alors un mot sur la 3e édition du Forum numérique Congo. Apparemment, les choses sont très avancées. Oui. En février, nous tiendrons la 3e édition du Forum numérique Congo. Et cette fois-ci, le thème choisi, ce sera l'innovation technologique et la donnée au cœur de transformation digitale. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, rien ne peut se faire sans la donnée. La donnée est devenue même cette mine d'or, même le pétrole devient insignifiant. Vous comprenez? Je ne parle pas des GAFAM qui aujourd'hui, dans leur capitalisation boursière aujourd'hui, font des réserves énormes, mais qui sont tout simplement l'usage de la donnée. Le contenu devient au centre de tout. C'est pour cela, pour cette 3e édition, Télé Congo est la bienvenue et vous allez retrouver toute la crème de la crème en matière du numérique qui vont arriver au Congo. Oui, très chères téléspectatrices, téléspectateurs, Mediacom plus Eco.com, c'est aussi ces reportages. Et pour ce numéro, notre reportage portera sur le marché des ordinateurs à Brazzaville. Il est aujourd'hui impossible d'imaginer la vie sans ordinateur. Ceci vaut aussi bien pour les professionnels que les non-professionnels. D'où le marché de cette machine électronique à Brazzaville fait des ordi de première et de seconde main dont les prix ne seraient naturellement pas les mêmes. Cependant, la crise due à la pandémie à coronavirus a significativement ralenti le marché aux grandes dames de ces commerçants. Avec l'ascension du numérique, ce marché reste prometteur, a reconnu l'un des acteurs de ce secteur. Le dossier de ce numéro mettra en exergue la prolifération des cybercafés à Brazzaville.
Nous sommes ici sur l'avenue de la Paix, la principale avenue de Brazzaville qui traverse quelques arrondissements. Cette situation est un atout à exploiter pour les gérants des cybercafés qui s'en discutent, tant l'affluence est une opportunité à saisir. La fréquentation de ces lieux commerciaux pourvus des ordinateurs connectés à Internet est une réalité. Là aussi, se fait la saisie des textes, la photocopie, le scannage, question de multiplier les chances de gain. Les adultes s'y rendent pour des travaux de recherche. Quelques enfants y vont simplement pour des mauvaises distractions. Une attitude blâmable. Mais l'exercice de cette activité n'est pas sans heurts. Le faible débit et les coupures intempestives d'électricité sont des épines dans les souliers de ces tenanciers qui plaident pour la normalisation. Comme d'autres business, l'exploitation des cybercafés à Brazzaville a de beaux jours devant elle, pourvu que les pouvoirs publics garantissent à l'activité les conditions essentielles en termes de haut débit, de pérennisation de l'électricité, mais aussi de législation appropriée d'une fiscalité raisonnable qui n'assiffierait pas ce secteur, a souhaité un des tenanciers qui par ailleurs redoute la présence des smartphones tendant à éloigner ses usagers des cybercafés. Observons à présent les positions boursières, notamment la position, sinon le comportement du franc CFA face aux autres monnaies. C'est donc par ces notes, cette conclusion, l'annonce sinon de ce forum numérique qui se tiendra sous peu ici à Pointe-Noire, que nous allons mettre un terme à ce premier numéro de Mediacom Plus Eco.com. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Merci bien à vous qui nous avez suivis. Merci infiniment donc au directeur général du GIOT qui s'est donné le temps pour recevoir ce premier numéro de Mediacom Plus Eco.com que vous allez désormais mettre dans votre agenda. Et une fois de plus, l'économie sous les projecteurs, c'est cela aussi, Mediacom Plus Eco.com. Une fois de plus, merci à vous, monsieur le DG. Et le rendez-vous, merci. Donc, le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Merci à vous.
peut se saluer puisque voilà, le coronavirus est... Ah, merci beaucoup.